Yo Lana, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter mon sujet de thèse, la régionalisation des méthodes d'estimation des crues à Tahiti. Donc une thèse qui s'effectue en co-supervision entre deux laboratoires. Le laboratoire GEPA Sud à Tahiti, sous la direction de Lydie Sifois, et le laboratoire Hydrosciences Montpellier, sous la direction de Christophe Bouvier. Je suis sûre que vous connaissez tous un ami ou un parent qui a déjà fait les frais d'une inondation à Tahiti. C'est un risque majeur sur l'île qui occasionne des dégâts tant matériels qu'humains à peu près tous les ans. Donc ici vous avez des images issues de la presse ou des articles qui donnent les idées des dégâts qui peuvent être occasionnés lors de ces crues. Les inondations récurrentes sont particulièrement violentes à Tahiti car elles sont le résultat de crues dites éclairs qui dévastent tout sur leur passage et qui sont extrêmement rapides. Ces crues éclairs posent un défi pour les bureaux d'études qui doivent dimensionner des ouvrages hydrauliques tels que des ponts, des routes ou des barrages hydroélectriques. Vous allez alors me demander, mais qu'est-ce qui rend la prévision des crues si difficile à Tahiti ? Et je vous répondrai, c'est le territoire de Tahiti lui-même. En effet, l'île de Tahiti est confrontée à un certain nombre de contrastes. Le premier contraste, c'est le contraste climatique. Lorsqu'on regarde cette carte, qui a été publiée par Météo France dans l'Atlas climatologique de la Polynésie française, on voit qu'il pleut en moyenne, par an, 8 à 9 fois plus dans les hauteurs de Hitia que sur la côte ouest à Paea. Les contrastes climatiques se traduisent non seulement par des différences sur les pluies cumulées annuelles, mais également sur les pluies extrêmes. C'est ce qu'ont pu mettre en évidence Geoffrey Volt-Titling en 2000 et Lucie Fulpin en 2016 par la construction de modèles régionalisés de pluies extrêmes, c'est-à-dire des modèles qui permettent d'expliquer les pluies extrêmes à partir de paramètres du terrain. Lucie Fulpin a pu montrer que plus l'altitude du bassin est importante et plus son azimut, c'est-à-dire son orientation, est proche du nord-est, plus la pluie va être importante sur le bassin. Au contraste climatique se superposent d'autres types de contrastes qui ont davantage trait à la nature des terrains. Je peux citer par exemple les contrastes sur la nature des sols, qui ont été détaillés par Jamet, également les contrastes sur la géologie des terrains, qui ont été détaillés par Hildenbrand en 2007. On a également des contrastes géomorphologiques. Donc cette carte, issue de l'Atlas de Polynésie française, détaille tous les types de paysages extrêmement variés que l'on peut rencontrer sur l'île de Tahiti. La somme de ces contrastes explique la forte variabilité des régimes de crues constatés d'un bassin versant à un autre. Mais au fait, qu'est-ce que c'est un bassin versant ? Eh bien, il s'agit de l'espace géographique qui alimente un cours d'eau. Sur cette carte, on voit que le service de l'équipement contrôle une quinzaine de bassins en jaune et qu'il en a contrôlé d'autres en vert clair par le passé. Contrôler, c'est-à-dire installer des capteurs de pluie et de niveau d'eau de manière à pouvoir suivre les crues sur le bassin versant. Dans une étude publiée en 2006, Bouvier et Donat se sont attachés à décrire comment varier la réponse hydrologique des cours d'eau, c'est-à-dire leur capacité à répondre à des averses par des événements de crue. Pour ce faire, ils ont extrait un certain nombre d'événements pluie-débit pour une dizaine de cours d'eau. Et ils ont étudié le rapport entre la hauteur d'eau ruisselée, c'est-à-dire le volume de la crue, et la hauteur d'eau précipitée, donc le volume de l'averse. Ce rapport, c'est le coefficient de ruissellement. Ils ont montré que le coefficient de ruissellement varie non seulement beaucoup d'un cours d'eau à un autre, mais également, pour un même bassin versant, d'un événement à un autre. Tenter de comprendre les ressorts de la réponse hydrologique à Tahiti, c'est-à-dire la capacité des cours d'eau à transformer une onde de pluie en onde de crue, et également comprendre pourquoi cette réponse hydrologique varie dans le temps et dans l'espace, c'est ce qui va occuper ma thèse, avec en idée sous-jacente l'objectif de restituer cette réponse sur des bassins qui sont non jaugés, c'est-à-dire des bassins pour lesquels on n'a ni enregistrement de pluie, ni enregistrement de crue. Plusieurs chercheurs et ingénieurs avant moi se sont attaqués à cette question
et notamment dans l'Ou en 2003 avec la méthode de Kraiger, Stollsteiner en 2013 avec la formule rationnelle et les ingénieurs de la SPID actuellement avec la méthode superficielle. Leur objectif est d'estimer les débits maximaux de crues sur tous les bassins de Tahiti et également les coefficients de ruissellement. Geoffrey Voetling, avant moi, en 1999, a utilisé la modélisation pluie-débit pour atteindre cet objectif. Et son modèle, qui a été développé à partir de 3 petits bassins de la côte ouest, fait intervenir la nature des formations. Donc, si ce sont des formations géologiques récentes ou anciennes, si les terrains sont urbains ou naturels. Ce qui a occupé la première année de ma thèse et le premier semestre de la deuxième année de ma thèse, c'est l'étude de la variabilité temporelle des coefficients de ruissellement sur 2 bassins dits pilotes, puis la comparaison de ces 2 bassins. Les bassins choisis sont les bassins de Hitia et Tareta, qui sont tous les deux des bassins situés sur la côte est. Hitia est un bassin d'altitude, tandis que Tareta est un bassin côtier. Sur ces 2 bassins, on observe des distributions de coefficients de ruissellement qui sont radicalement différentes. À Hitia, le coefficient de ruissellement varie entre 0,2 et 1. Pour rappel, un coefficient de 1, ça signifie que le bassin versant restitue toute la pluie, toutes les précipitations sous la forme de crues. Par contre, à Tareta, le coefficient de ruissellement est toujours inférieur à 0,3 pour tous les événements. Ça signifie que la majorité du volume de précipitation est perdu et que le bassin ne restitue que 10 à 30% du volume de pluie. L'étude des bassins versants s'effectue en 3 étapes. Et la première étape, c'est une analyse statistique qui permet d'expliquer les variations du coefficient de ruissellement d'un événement à l'autre. À Hitia, on a pu montrer que le coefficient de ruissellement augmentait non seulement avec la pluie cumulée sur l'événement, mais également avec le débit de base. Pourquoi avec le débit de base? C'est logique. Le débit de base donne une information sur l'humidité du bassin avant l'événement de pluie. Plus le débit de base est élevé, plus le bassin est saturé d'eau, gorgé d'eau. Le sol est gorgé d'eau. Et donc, la pluie qui arrive sur le bassin va ruisseler très rapidement vers l'exutoire. On va donc avoir un coefficient de ruissellement qui augmente avec cet état de saturation des sols. On a pu caler un modèle bilinéaire pour exprimer la variabilité du coefficient de ruissellement à Hitia. La deuxième étape du traitement, c'est la modélisation pluie-débit. Pour modéliser les crues, on a choisi d'utiliser le modèle SCS-LR. C'est un modèle qui est conceptuel, c'est-à-dire qu'il ne prétend pas reproduire la physique des écoulements. Il s'agit plutôt d'une construction mentale faite de réservoirs et d'équations qu'on applique aux enregistrements de pluie et de débit pour reproduire, restituer la réponse hydrologique. Le modèle qu'on a choisi est implémenté à l'échelle événementielle. Il doit donc être initialisé. La condition initiale du modèle, c'est le paramètre S, qui correspond à la taille du réservoir sol. Avec ce modèle, on a pu obtenir des simulations de bonne qualité pour les événements de Hitia, c'est-à-dire que les crues simulées par le modèle sont assez proches des crues observées. De plus, on a pu établir un lien entre la condition initiale du modèle, le paramètre S, et les conditions initiales d'humidité, qui sont portées par l'indicateur Q0, le débit de base dont j'ai parlé dans la slide précédente. Une troisième étape dans le traitement, c'est l'évaluation des incertitudes, l'objectif étant de caractériser le degré de confiance qu'on peut accorder au lien que nous avons trouvé entre la condition initiale d'humidité, portée par le débit de base, Q0, et la condition initiale du modèle, qui est portée par le paramètre S. La principale source d'incertitude qu'on a pu identifier à Tahiti, c'est l'estimation des moyennes spatiales de pluie. Vous savez comme moi qu'à Tahiti, il peut pleuvoir des cordes à un endroit, et 1 km plus loin, il fait super beau. Pour générer des pluies équiprobables, nous avons utilisé le simulateur SAMPO, qui effectue des simulations conditionnelles. C'est-à-dire que pour une même enregistrement de pluie, on va avoir 400
représentations spatiales de pluie qui vont être équiprobables. Nous avons entré ces 400 représentations dans le modèle pluie-débit, et donc pour chaque événement, nous obtenons 400 valeurs du paramètre S, condition initiale du modèle. Une autre méthode que la simulation conditionnelle pour avoir accès aux incertitudes sur les pluies, eh bien c'est le crigeage, qui est beaucoup plus simple et rapide, car il ne s'applique pas au pas de temps 15 minutes, mais il s'applique sur la pluie cumulée. Lorsqu'on a comparé les deux méthodes, on s'est rendu compte que les intervalles de confiance associés aux pluies cumulées étaient à peu près équivalentes, quelle que soit la méthode d'évaluation choisie. Une fois qu'on a évalué les incertitudes sur les pluies et leurs répercussions sur l'optimisation des paramètres du modèle, et donc notamment la condition initiale S, on a dû revoir nos résultats. En effet, au vu de ces incertitudes, on ne peut plus affirmer qu'il existe un lien entre la condition initiale du modèle S et la condition initiale d'humidité observée sur le terrain par l'enregistrement du débit de base avant la crue, Q0. Si on veut faire une petite conclusion pour le bassin de Hitia, on peut dire d'une part que le modèle SCS-LR restitue la réponse hydrologique du bassin, mais qu'il existe une erreur sur la condition initiale qui est liée aux incertitudes sur la pluie spatialisée. D'autre part, la variabilité qu'on a pu constater des coefficients de ruissellement n'est pas tant que ça liée à l'état initial du bassin. En tout cas, moins que ce à quoi on s'attendait. Mais en même temps, lorsqu'on réfléchit un petit peu, peut-être qu'on n'a pas choisi le meilleur bassin versant pour étudier l'impact de l'humidité initiale sur le coefficient de ruissellement. En effet, à Hitia, et on a pu l'enregistrer par des sondes qui mesurent l'humidité dans le sol en permanence, eh bien l'humidité est très très haute, et ce, quelle que soit la saison. Le bassin est donc toujours saturé, ce qui explique qu'on n'a pas vraiment pu trouver de lien entre conditions initiales d'humidité et conditions initiales du modèle pluie-débit. On a appliqué les 3 mêmes étapes de traitement au bassin de Tareta, avec les résultats très différents. D'une part, on a montré que les coefficients de ruissellement, qui sont compris entre 0,1 et 0,3, sont peu voire pas influencés par les caractéristiques de la pluie, que ce soit les conditions d'humidité initiale ou la pluie cumulée. D'autre part, le modèle SCS s'est révélé inadéquat pour restituer la réponse hydrologique du bassin Tareta. En fait, l'hypothèse sous-jacente du SCS, qui est que le coefficient de ruissellement devrait augmenter avec la pluie cumulée, n'est pas vérifiée à Tareta, et ça se traduit par une forte corrélation entre la pluie cumulée et S. Ça témoigne d'une compensation sur le paramètre S de la non-vérification de cette hypothèse. Les études de modélisation nous ont surtout montré que Hitia et Tareta répondaient à 2 fonctionnements hydrologiques radicalement différents. Si les régimes de pluie peuvent être une première hypothèse pour expliquer cette différence de comportement hydrologique, nous avons dû chercher d'autres hypothèses pour expliquer cette différence dans les caractéristiques du bassin. En premier lieu, nous avons commencé par comparer la répartition des pentes à Hitia et à Tareta. Si les pentes des bassins sont en moyenne similaires, la forme de Hitia est complètement différente de celle de Tareta. À Hitia, on a des planaises qui sont situées au nord, à l'ouest et au sud du bassin, donc aux extrémités, tandis que le cours d'eau est très encaissé dans un canyon. À Tareta, au contraire, le lit du cours d'eau est beaucoup plus large, beaucoup plus évasé, et les plus fortes pentes du bassin sont situées sur les pourtours du bassin. Donc on a un bassin qui a plutôt une forme de cuvette. Les différences de forme constatées sur Hitia et Tareta pourraient expliquer les différences de coefficient de ruissellement constatées. En effet, Hitia a une forme d'entonnoir qui permet la récupération de l'eau qui s'infiltre à l'intérieur des terrains. À Tareta, au contraire, l'eau qui s'infiltre va être perdue et ne pourra être récupérée du fait de sa forme plus en cuvette ou en bol. Cette observation est concordante avec la comparaison des hydrogrammes, donc des formes des ondes de crue sur chacun des bassins. À Hitia, on constate qu'il y a une composante d'écoulement retardé qui pourrait correspondre
à la récupération de l'eau le long des parois du canyon. La géologie nous fournit également des pistes pour expliquer les différences constatées, et notamment la présence de dikes sur les terrains du bassin Tareta. Les dikes, ce sont des intrusions magmatiques dans la roche qui peuvent jouer le rôle de vecteurs d'infiltration et donc intercepter le ruissellement et accentuer, favoriser la percolation, donc la perte d'eau, vers la nappe phréatique. Pour aller plus loin dans la compréhension du rôle joué par la morphologie ou la géologie dans la production des écoulements, nous avons décidé d'équiper le bassin Tareta avec 9 échelles à maximum, qui sont des dispositifs inspirés du Calédomax. Le principe de l'échelle à maximum est assez simple. Il s'agit de 2 cordelettes tendues d'une extrémité à l'autre d'un tube, sur lesquels sont enfilés 2 flotteurs et un nœud qui sert de témoin. Alors lorsque le niveau monte, les flotteurs font remonter le petit nœud, et lorsque le niveau descend, les flotteurs descendent, mais le nœud reste indiquant le niveau maximal atteint par la crue des rivières, de cette rivière, entre 2 passages, entre 2 relevés, quoi. L'objectif, c'est ensuite de caler les modèles plus débit dont je vous ai parlé précédemment, donc de le caler sur chacun des sous-bassins versants qui sont délimités par ces échelles à maximum, et donc de caler les paramètres de production afin de déterminer quels sont les sous-bassins, et donc par extension quelles sont les morphologies qui sont les plus productives, et donc d'expliquer les différences de productivité par des différences de morphologie à une échelle un peu plus fine. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont accompagné dans l'installation de ces échelles et également dans le suivi et les relevés. En conclusion, on a pu distinguer 2 types de réponses hydrologiques à Tahiti. À Hitia, un coefficient de ruissellement variable qui indique un contrôle important par la pluie. À Tareta, un coefficient de ruissellement relativement constant qui indique un possible contrôle par la géologie ou la géomorphologie. On a vu à quel point les incertitudes apportées par la spatialisation se répercutent sur la modélisation. Elles sont donc un frein à la modélisation et à la possibilité d'initialiser cette modélisation à partir d'un proxy d'humidité. En perspective, pour la fin de la 2e année et l'année prochaine, je souhaite étendre mon analyse à une quinzaine de bassins versants, de façon à comparer l'influence de la pluie sur la variabilité temporelle du coefficient de ruissellement, également caractériser les incertitudes sur les pluies, leurs répercussions sur les paramètres du modèle, et déterminer si les erreurs générées par les incertitudes sur les pluies sont systématiques ou aléatoires. Avec les échelles à max, je souhaite améliorer la connaissance des propriétés hydrologiques locales et des sous-systèmes. Et enfin, j'espère faire un pas vers la régionalisation en traduisant la variabilité entre les bassins par une variabilité des paramètres du modèle. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très belle fin de journée. Très belle fin de journée. Merci à tous pour votre attention. Je profite de cette présentation pour remercier tous les partenaires du projet ICREST auquel appartient ma thèse, notamment le ministère de la Recherche du pays qui cofinance ma thèse avec l'UPF, également la société SPEED, la Société polynésienne de l'eau, de l'électricité et des déchets, qui est un partenaire du projet. Également Météo France et le GEGDP, le service de l'équipement, qui me fournissent l'accès aux données de pluie et de débit. Et enfin, le personnel d'Engie EDT Maramanui, qui nous a drivé à plusieurs reprises sur le site de Hitia, en altitude, où nous avons installé des capteurs d'humidité. Également, un grand merci à Christophe Bouvier et à Lydie Sichois pour leur accompagnement et la direction de mes travaux de thèse. Nana, Maururu!